Merci à tous d'être de retour. Nous allons commencer notre troisième temps d'échange avec une table ronde avec différents intervenants que je vais vous présenter. Marc Ferracci, d'abord, député de la 6e circonscription des Français établis hors de France. Vous êtes professeur d'économie et aussi membre de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Marie-Adeline Pex, vous êtes actuellement directrice exécutive de la BPI, où vous travaillez depuis 2013, après avoir longtemps travaillé au niveau local, notamment pour la région Bretagne, mais aussi pour la Caisse des dépôts. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Frédéric Lavenir, vous êtes président de l'ADI, qui est l'Association pour le droit à l'initiative économique. Vous avez longtemps travaillé dans des ministères, notamment à la direction adjointe du cabinet du ministre de l'économie entre 97 et 99, à la BNP, chez CNP Assurance. Et vous êtes également inspecteur général des finances. Alexandra Roulet, vous êtes économiste, professeur à l'INSEAD. Vous avez notamment été la conseillère du président Macron entre 2022 et 2023 pour les politiques publiques et les questions macroéconomiques. Nathalie Hannet, bonjour. Vous êtes président de SNC pour Solidarité Nouvelle pour le chômage. Vous avez un long parcours dans le secteur de l'insertion et notamment celui de directrice du cabinet de la ministre en charge de ce sujet. Et enfin, Charles-Édouard Vincent, président et fondateur de Lulu dans ma rue et initiateur de la loi, notamment sur les EITI. La première question que j'avais envie de vous poser, une question un peu large pour chacun d'entre vous. On parle de plein emploi, de cet objectif du plein emploi de 2027, qui est une visée statistique, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui est sous-jacent là-dedans? Et finalement, en quoi, quelles sont les politiques publiques qu'il faut mettre en place? Peut-être Marc Ferracci pour commencer, allez. Merci à tous, merci pour l'invitation, merci pour l'organisation. Alors, question un petit peu vaste quand même, hein. Je me permets de dire que je vais avoir du mal à tenir les délais. Non, très rapidement, il faut qu'on se sorte de l'esprit que cette idée du plein emploi, c'est uniquement un indicateur statistique à atteindre. C'est pas ça le sujet. Le plein emploi, c'est un changement de société. Un changement de société, c'est-à-dire une société dans laquelle le rapport à l'avenir change, dans laquelle les parents ont moins peur pour l'avenir de leurs enfants, dans laquelle les travailleurs ont plus de pouvoir de négociation pour obtenir de meilleures conditions de travail, de meilleures conditions de rémunération. Donc ça ne se résume pas à un taux de chômage ou un taux d'emploi. Moi, je préfère d'ailleurs parler plutôt du taux d'emploi, c'est-à-dire la proportion des gens qui travaillent dans la population qui est en âge de travailler. Ce sont des objectifs évidemment très légitimes, on les porte et on les assume, mais il faut bien se représenter le plein emploi comme quelque chose de plus vaste et qui peut-être d'ailleurs nous ramène à un imaginaire collectif, celui des 30 Glorieux, celui d'une époque où on n'avait pas peur de l'avenir. Je pense que c'est ça qu'il faut qu'on retrouve. Et si on décline un petit peu cet objectif, je pense qu'au fond, il y a 3 enjeux. Il y a un premier enjeu qui nous occupe aujourd'hui en réalité, c'est l'idée de travailler tous et de faire venir à l'activité des publics qui en sont très éloignés pour des raisons, et on va en parler beaucoup, qui tiennent à leur parcours de vie, parfois aussi à leur choix de vie, des publics qui sont parfois dans des territoires enclavés. Les réformes qu'on mène depuis maintenant un certain nombre d'années, et ces derniers mois encore, elles visent cet objectif du travailler tous. La réforme de France Travail et ce qu'on essaie de faire sur les bénéficiaires du RSA, c'est faire en sorte que des gens qui, pour certains, sont depuis 7 ans dans une situation d'allocation et ne sont pas bien accompagnés, qu'on leur permette d'accéder à l'emploi. La réforme des lycées professionnels, c'est aussi cette problématique du travailler tous. On sait que le taux d'emploi des jeunes dans les lycées professionnels et le taux d'insertion des jeunes dans les lycées professionnels, il est, si je suis diplomate, insatisfaisant, et si je suis lucide, il est pourri. Voilà. Et puis, je pourrais décliner ça dans d'autres domaines. Travailler tous, travailler mieux, et je pense qu'on va en parler aussi. Je pense que la question du rapport au travail est une question absolument essentielle, et on ne peut pas parler du plein emploi sans parler du bon emploi. Et enfin, j'en termine et je ne vais pas être trop long, travailler partout. Et là, je fais un peu aussi amende honorable et même une forme de mea culpa. On n'a pas toujours, quand je dis on, c'est la majorité présidentielle dans ces dernières années, et dans le quinquennat précédent, c'est le gouvernement. On n'a pas toujours
pris en considération la question territoriale en matière d'emploi et l'idée que l'emploi, il peut progresser de manière globale au niveau macroéconomique, les chiffres peuvent s'améliorer, mais il faut que ça progresse dans tous les territoires. Et on sait bien que ce n'est pas forcément le cas. Il faut que le chômage baisse dans tous les territoires, il faut qu'il n'y ait pas de territoire laissé pour compte, il ne faut pas uniquement focaliser l'attention sur les zones qui vont bien, sur les métropoles ou sur les territoires dynamiques. Et ça, je pense que c'est un enjeu extrêmement important, qui n'est pas simplement un enjeu économique et social, c'est aussi un enjeu politique, parce qu'on sait que dans les territoires qui subissent une forme de déclassement par rapport à l'emploi, les extrêmes progressent, et en particulier l'extrême droite. Alors justement, vous parliez de bon emploi, de plein emploi, de cette société du plein emploi. Qu'est-ce que c'est qu'une société du plein emploi ? C'est pas seulement une statistique. Donc qu'est-ce que c'est qu'une société du plein emploi ? Quelles sont les dynamiques qu'il faut mettre en place ? Peut-être Nathalie. Ah, vous avez raison, Et il a fini par devenir rouge, le micro de Marc Ferracci. Maintenant, il faut l'éteindre, voilà. Ça y est, ça marche. Bonjour à tous et merci de cette occasion de nous réunir, nous faire réfléchir ensemble. Alors c'est solidarité nouvelle face au chômage et pas pour le chômage. Hein. Je me permets de rectifier. Ma langue a vrillé. Cette association qui a bientôt 40 ans, pour vous la situer, ceux qui ne la connaissent pas, c'est près de 2000 bénévoles qui accompagnent chaque année 3500 à 4000 personnes qui sont en recherche d'emploi et qui éprouvent des difficultés à rechercher un emploi. Et ces bénévoles les accompagnent en binôme. Avec l'appui d'un réseau psy quand on a des personnes qui ont des difficultés complémentaires, merci, et avec aussi des activités collectives orientées resocialisation ou relance du lien social, mais aussi recherche d'emploi. Voilà, comme ça vous savez d'où je parle. Et je rebondirai sur deux éléments, sur ce que disait Marc Ferracci à l'instant. Travail pour tous, pour moi, c'est point d'attention sur spontanément, ce qui n'est pas exclusif de toute autre situation. Mais j'attirerai l'attention ce matin sur deux types de populations. Les seniors, les personnes qu'on accompagne à SNC, c'est 40% de seniors. On a beaucoup de cadres et de professions intermédiaires, mais évidemment pas que. Et ce qu'on constate, c'est l'immense difficulté auxquelles ces personnes, quel que soit leur niveau de qualification et leur expérimentation, à regagner le marché du travail quand elles en sont sorties, et la plupart du temps à leur corps défendant et pas du tout pour consommer de l'assurance chômage. Et je profite du fait que Marc soit là pour dire, c'est quand on pense à réduire la durée d'indemnisation, je me tourne vers ma voisine parce qu'on en a parlé en aparté tout à l'heure, en se disant ça va accélérer le retour à l'emploi, si peut-être ça peut provoquer sur un certain nombre de personnes cet accélérateur parce que j'ai bientôt plus de revenus, je me dépêche de trouver quelque chose, y compris alimentaire. Pour les seniors, ça va juste être la prise de risque énorme si avant on n'a pas donné des moyens et impulsé des mesures qui favorisent le fait que, les entreprises soient un peu dissuadées ou en tout cas pas encouragées ou démotivées pour faire sortir les seniors de leurs effectifs, et deux, si par ailleurs on prend aussi des mesures et des incitations et des encouragements qui favorisent le fait qu'on arrête de disqualifier les CV quand on voit les gens passer 55 ans. Parce que, y compris dans l'environnement où j'ai toujours travaillé, que ce soit le public ou l'économie sociale, j'ai des collaborateurs dans ces milieux-là qui me disaient « Ah non, mais cette personne-là est crevée ». Je suis là « Non, mais comment c'est possible, quoi ? Comment c'est possible ? Et en plus, avec un raisonnement qui est « Ah oui, puis du coup, ça fait un investissement qui ne durera pas longtemps. » Mais il ne dure pas longtemps. Aujourd'hui, quand on voit la labilité des jeunes générations sur le marché du travail, je pense qu'on n'a pas perdu. Deuxième population sur lesquelles je pense qu'il faut garder l'attention. Et là, pour le coup, le travail que fait Lulu dans la rue, les témoignages qu'on a entendus ce matin en donnent pour partie une illustration. C'est toutes les personnes pour lesquelles c'est compliqué durablement et pas simplement transitoirement de travailler de façon permanente dans un cadre régulier. Beaucoup de témoignages ce matin, on a entendu ça, c'est compliqué pour moi, j'ai besoin de cette liberté qui me permet, quand je vais pas bien, quand c'est compliqué, etc., de pas y aller. Il faut absolument, quel que soit, même si on arrive à 5% de chômage, qu'on peut tous souhaiter, bien entendu, il faut
qu'on continue d'avoir des moyens et des solutions pour ceux et celles qui sont dans ces situations-là et qui, dans la durée, auront besoin de conditions de travail, au sens le plus large du terme, quelles que soient les différentes formes d'emploi qu'on peut proposer, qui leur permettent de travailler et que collectivement la société et les employeurs acceptent ces aléas, ces difficultés, et qu'on leur permette de continuer à travailler durablement, et pas seulement les 2 ans de la transition de l'IAE, dans des cadres un peu protégés. Et puis le travailler mieux, je dirais juste un mot pour pas plus vous embêter, c'est le management. C'est-à-dire que là aussi, ça transparaissait de certains des témoignages ce matin. Quand on entend parler de chef haillon ou de la personne à qui on doit rendre compte en permanence de façon un peu infantilisante, c'est vrai que si collectivement on savait investir dans différents secteurs ou dans tous les secteurs un petit peu plus, ou dans la formation des managers pour avoir des gens qui soient plus à l'aise dans leur capacité à faire travailler leurs collaborateurs, on créerait moins de situations de rejet du salariat, tout simplement. Alexandra, vous, sur cette dynamique sociétale qu'il faut enclencher pour justement arriver vers cette société du plein emploi, C'est bon, mon ou micro. du travail pour tous. Bonjour à tous, oui, merci. Non, beaucoup de choses ont déjà été dites. Je pense que finalement, on est tous assez d'accord sur l'objectif, les axes que Marc Ferracci nommait, le fait que tout le monde puisse avoir accès au travail, que ça soit qu'on travaille mieux et partout. Il y a une question qui se pose, et ça fait écho un petit peu au débat sur l'assurance chômage que ma voisine lançait immédiatement, qui est la question du rythme auquel on peut parvenir à cet objectif. C'est-à-dire qu'en fait, on a vu dans les témoignages qui ont été exprimés dans le précédent panel, qui était très intéressant, que pour comprendre les trajectoires des gens, on était obligé de repartir souvent quelques années en arrière dans le temps. Donc il y avait eu une période, par exemple, d'emploi, ensuite il y avait eu une période plus difficile, ensuite il y avait eu progressivement une sortie de cette période difficile, et puis on était en train de se dire que voilà, aujourd'hui ça allait mieux, ça allait bien, et donc il faut faire attention à activer des leviers de politique, enfin à laisser aux leviers de politique publique qui sont mis en place le temps de s'activer et de produire leurs effets, sans nécessairement vouloir toujours trop accélérer, avec l'idée qu'on verra les résultats que dans quelques années. Et puis, il faut par ailleurs activer les leviers d'une façon quand même graduelle qui puisse être absorbable. Ça, c'est le premier point sur le rythme. Le deuxième point, c'est sur les acteurs. Donc, l'autre chose qui est très frappante, c'est de voir à quel point en fait, encore une fois, je pense qu'on partage tous dans cette salle à peu près les objectifs. Et cet objectif du plein emploi, il n'y a pas seulement le gouvernement ou les parlementaires, les députés qui ont les outils à leur main pour l'atteindre. On voit bien qu'il y a plein d'initiatives ici, notamment toutes celles qui ont été décrites précédemment, qui ont bénéficié de l'aide des politiques publiques, mais qui sont quand même des initiatives à la base personnelle qui font aussi une part du chemin vers cet objectif. Et donc, ce qui est très important, et c'est en ça que ce genre d'événement est, à mon avis, absolument capital, c'est de faire travailler ensemble tous les acteurs, que ce soit les acteurs associatifs, les acteurs de l'entrepreneuriat, les entreprises, les politiques publiques, à différents échelons, comme tu disais, Marc, également, territorial, national. Et donc, c'est vraiment dans ce dialogue-là, parce que certains des leviers pour travailler mieux, par exemple, ne sont pas à la main du gouvernement. Ils sont à la main des entreprises ou des employeurs, de la négociation entre partenaires sociaux, etc. Donc on ne peut pas non plus tout attendre du gouvernement. Il faut vraiment que tout le monde s'entraide et fasse son petit bout du chemin. Mais très clairement, on a vu beaucoup d'échos entre les témoignages qui ont été exprimés, notamment beaucoup de personnes qui étaient passées par le RSA et la réforme France Travail. Je pense qu'on y reviendra dans un deuxième temps, mais c'est vrai qu'on voit en quoi il y a vraiment beaucoup de synergie à aller chercher. Et alors justement, sur ces témoignages de ce matin et sur finalement de ce que ça a illustré, comment on peut faire en sorte que ces outils qui nous ont été montrés ce matin deviennent des leviers de politique publique? Peut-être Frédéric Lavenir. Voilà, ça marche. Bonjour. Oui, non, mais d'abord, je voudrais dire que c'est très, très difficile de parler après la table ronde qu'on a eue tout à l'heure. Parce que, comme je disais en aparté, je trouve que, écoutez, les témoignages que vous avez donnés
les unes et les autres, c'est quelque chose qui nous met de bonne humeur. Et il ne faudrait pas qu'on perde cette bonne humeur. Donc, c'est pas évident. Parce que, franchement, ça donne envie. Enfin, je veux dire, de continuer, de vivre, de faire. Voilà. Donc, comme vous m'avez posé une question, je vais répondre. Non, je crois que, en fait, j'ai été très frappé, là encore, en vous écoutant tous les 6, de voir que ce à quoi vous accordiez beaucoup d'importance parce que ça vous permettait de faire ce que vous avez fait, c'est l'accompagnement de Lulu. Hein. Vous avez parlé énormément de cet accompagnement, du soutien, du fait que ça simplifiait les choses, etc. Donc moi, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que le travail indépendant, c'est une démarche qui n'est pas nécessairement facile à accomplir, hein, même quand les procédures sont simplifiées, et que l'accompagnement et le soutien à l'accompagnement est absolument fondamental, quelle qu'en soit la forme. Alors d'abord, je vais vous dire qui je suis, donc président de l'ADI. L'ADI, c'est une association qui est un tout petit peu plus jeune que SNC, puisque moi, avant d'être bénévole à l'ADI, j'étais bénévole à SNC au moment de la création avec Jean-Baptiste de Foucault, qui a donc bientôt 35 ans, et qui, depuis l'origine, se donne comme objectif, ce que lui a assigné sa fondatrice Maria Novak, de faire en sorte que nul ne soit empêché de créer son propre emploi. Donc je me sens bien ici. Et pour ça, on finance et on accompagne. Hein. On fait ce qu'on appelle microcrédit accompagné, c'est-à-dire qu'on finance des créateurs d'entreprises, de très petites entreprises, jusqu'à 12 000 €, donc c'est des petites activités, et on accompagne les créateurs. Donc l'année dernière, on a accompagné 25 000 entrepreneurs en France de cette manière-là, en les finançant et en les accompagnant. Alors ça donne quand même une vision de ce qu'ils sont. Et franchement, j'ai retrouvé dans ce que vous racontiez, tout ce qu'on vit tous les jours depuis toutes ces années. Et je crois que l'accompagnement, donc pour revenir à ça, c'est quand même le levier puissant. Et ça ne se fait pas tout seul, et ça suppose des acteurs, et je pense fondamentalement des acteurs associatifs qui sont engagés sur le terrain. Et puis, parce que je ne veux pas être trop long, il y a une deuxième chose que je voudrais signaler, parce que vous l'avez dit quand on vous a demandé quelles étaient vos revendications. D'abord, ce que j'ai noté, c'est que vous n'en aviez pas tant que ça. Alors moi, je vais en avoir pour vous. Parce que, non mais c'est ça que je trouve génial aussi, c'est qu'en gros, vous faites, et puis vous dites, et puis vous voilà. Bon. Mais ceci dit, vous avez quand même le droit d'en avoir certaines. Et il y en a une, je vais la synthétiser de manière simple, mais certains dans la salle savent ce que je vais dire, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même un système de protection au sens large. Je ne parle pas que de la Sécu, hein, je parle de ce que la société apporte, qui est complètement construit autour du salariat. Et nous, les créateurs d'entreprises, les indépendants qu'on finance et qu'on accompagne, à 85%, enfin ça dépend des années et des cohortes, mais en gros entre 8 et 9 sur 10 restent indépendants. Mais beaucoup viennent du salariat, ou vont un jour retourner au salariat, ou sont entrepreneurs en même temps que salariés. Bref, ils passent d'un statut à l'autre, dans un sens ou dans l'autre. Ils cumulent des statuts. Bref, ils sont dans des situations qui ne sont pas la situation standard du salarié de 1945, puisque tout a été construit en 1945 sur le statut de salarié. Il y a plein de trous partout. Il y a des trous d'abord au milieu, c'est-à-dire des situations dans lesquelles l'indépendant est gravement pénalisé par rapport aux salariés. Je prends deux petits exemples, hein. Je ne vais pas vous faire une liste parce qu'il peut y en avoir 20. Deux petits exemples. Le salarié à faible revenu, ses cotisations sociales sont largement subventionnées par la solidarité nationale. Hein, c'est des exonérations bas salaires. Elles sont bien connues. La question n'est pas, puisque la quasi-totalité des cotisations patronales sont payées, c'est-à-dire les 2/3 des cotisations. Pour le travailleur indépendant à bas revenu, il n'y a pas de solidarité nationale. Deuxième petit exemple, pour la constitution des droits à retraite, nous on a des exemples très concrets. Une personne qui est à mi-temps salariée au SMIC et à mi-temps en travail indépendant, elle va constituer ses droits à retraite sur la partie salariat. Elle ne va pas les constituer parce qu'elle ne sera pas au seuil de validation de trimestre sur la partie non salariée. C'est deux petits exemples minuscules, mais qui ne sont pas minuscules du tout, qui sont énormes. Voilà, et il y en a 20 comme ça, hein, l'accès au logement locatif, etc. Donc tout le système, et il n'y a pas de mauvaise intention là derrière, hein, il ne s'agit pas de dire que quelqu'un a voulu un jour pénaliser, non, c'est juste que ce n'est pas fait pour ça. Donc il y a plein de trous au milieu, et il y a en plus des trous dans les interstices, c'est-à-dire quand vous passez d'un statut à l'autre. Des moments de vide, des moments où vous n'avez plus de droits, des moments où vous avez moins de droits, des moments où vous ne savez pas trop comment y accéder, des problèmes bureaucratiques et administratifs. Donc toute cette absence de fluidité du système est
je le dis très simplement, aujourd'hui, le grand sujet. Pourquoi ? Parce que, et je terminerai par là, il y a de plus en plus de personnes qui ont envie de faire ce que vous donnez envie de faire. Soit parce qu'ils sont forcés de le faire, parce qu'ils ont plus de difficultés à trouver un emploi salarié qu'un emploi non salarié, typiquement des migrants qu'on rencontre, qui ont un problème d'insertion culturelle et qui vont trouver plus facilement des clients qui vont être satisfaits parce qu'ils travaillent bien et qu'ils savent faire, qu'un employeur qui va dire « Ouh là là, patati, il parle pas bien français, il n'a pas bien rempli le papier, etc. » Parfois, par choix, que ce soit des jeunes ou que ce soit des seniors, qui décident parce qu'ils trouvent qu'il vaut mieux tenir de bout en bout le choix du client. Là, je l'ai entendu, c'est formidable, c'est ça. Qu'un client, voilà, le sourire du client, le fait qu'on commence un travail et qu'on le finit, et que c'est pas juste de telle heure à telle heure, etc. Le fait que quand on a décidé qu'on avait besoin d'un mois pour parce que on a, je sais pas, un enfant qui a un problème, un parent qui a un problème, envie de revenir au pays, de partir, etc. On peut prendre ce mois-là, on l'organise, on prévient les clients, on se fait remplacer, mais on y va. On n'a pas besoin d'avoir un chef qui vous dit oui, non, etc. Pour toutes ces raisons-là, ce sont des choix, un peu contraints parfois, complètement contraints dans d'autres cas, pas du tout contraints dans le troisième cas, mais ces choix-là, ils représentent une part croissante de la population employée. Et notre conviction, elle a dit, c'est que bien sûr, le travail salarié va continuer d'exister, mais qu'on va revenir vers quelque chose qui, dans les siècles des siècles, a été beaucoup plus fréquent, c'est-à-dire que le travail indépendant, comme c'était le cas quand il y avait plein d'agriculteurs, plein de petits commerçants, représente une part très significative de l'emploi général. Et que le monde n'est pas fait pour ça, et il faut qu'on y aille. Alors, il y a des choses qui ont été faites, la création du dispositif d'indemnisation chômage, la couverture maladie. Aujourd'hui, toute la partie indemnitaire est absolument générale, mais par contre, il y a un énorme pan du système social qui n'est pas du tout adapté, et il faut continuer à y travailler, petit bout par petit bout. C'est pas simple, ça se saurait si c'était simple, mais ça, c'est le grand combat. Voilà, pardon, j'ai un peu prolongé vos quelques exemples, mais ils sont tous insérés dans ce paquet-là. Merci, Voilà. merci Frédéric. Par rapport à ce que vous disiez, et puis par rapport aussi à cette idée voilà, le travail indépendant, c'est quelque chose qui se développe et qui a modifié, peut-être qui modifie en profondeur le rapport qu'on a au travail. Marie-Adeline Peck, je crois que vous avez, à la BPI, fait un indice entrepreneurial des Français, qui est une étude qui porte sur 5000 personnes, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que c'est que cette étude, et puis surtout, quels sont les enseignements que vous tirez? Est-ce que finalement, il est vrai de dire que la France est aujourd'hui une nation d'entrepreneurs? Est-ce qu'il y a plus d'entrepreneurs qu'auparavant? Voilà. Racontez-nous un peu tout ça, et puis justement après, on verra quels sont les freins à ce que disait Frédéric sur justement le fait de reconnaître réellement ce statut de travailleur indépendant. C'est un mode on dirait Léa Salamé. Vous faites des questions plus longues que les réponses possibles. C'est bien la première fois de ma vie qu'on me compare à Léa Salamé. Qui accessoirement ne m'a jamais posé de questions. Mais... Moi non plus. Alors, c'est pas facile de répondre après les entrepreneurs, c'est encore moins facile de répondre après Frédéric, mais je vais quand même tenter l'exercice en rebondissant sur ce que vous avez dit, Marc, en parlant de passage d'une logique statistique à une logique de transformation sociale. Et effectivement, une société du plein emploi, c'est une société apaisée, mais ce qu'on constate, c'est que c'est une société qui n'est pas forcément une société salariée. Et ce qu'on voit quand on fait ce fameux indice entrepreneurial français qui vise à interroger 5000 Françaises et Français partout sur le territoire pour leur demander comment ils se positionnent dans ce qu'on appelle la chaîne entrepreneuriale. Je ne vais pas faire techno, c'est très simple. On est dans une chaîne entrepreneuriale, si on est entrepreneur, ancien entrepreneur, si on est porteur de projet, ou si on se dit « Ah bah oui, pourquoi je ne deviendrais pas entrepreneur ? Je suis inspecteur des finances, mais peut-être j'ai envie d'être entrepreneur. » À ce moment-là, si vous dites ça, vous êtes dans la chaîne entrepreneuriale. Quand on interroge ces 5000 Françaises et Français, il y a un Français sur 3 qui est dans la chaîne entrepreneuriale. Il y a un Français sur 3 qui se dit « Pourquoi est-ce que je ne deviendrai pas entrepreneur ?» ou « Je suis déjà entrepreneur ». Ce qui est énorme. Vous rencontrez 3 personnes dans la rue, il y en a 2 qui soit sont entrepreneurs, soit ont envie d'être entrepreneurs. Il y a une Française sur 4. Je reviendrai pour un autre colloque. Et il y avait, il y a 2 ans, puisqu'on le fait tous les 2 ans, un habitant des quartiers sur 5. Il y a cette année un habitant des quartiers sur 4. Et on est extrêmement fiers de ça,
parce que je pense que c'est notamment lié aux actions qui sont menées avec le soutien des politiques publiques, des acteurs publics, notamment le ministère de l'Emploi, la DGEFP, que je salue, et d'autres. En fait, on voit que les gens se disent, bah oui, l'entrepreneuriat, pourquoi pas moi ? Et ça, c'est un enjeu qu'on porte et qu'on porte très fort avec des acteurs, comme l'a dit, et d'autres, qui est de dire il ne doit pas y avoir de déterminisme social, territorial, genré, qui fait qu'on se dit non, moi, je ne peux pas devenir entrepreneur. Moi, je ne peux pas devenir entrepreneur parce que je ne vais pas hériter de la boîte de mon papa, parce que je n'ai pas fait HEC, parce que je ne suis pas née dans le bon territoire ou du bon côté de la rue, et parce qu'en plus, je suis une femme. Ça, ce déterminisme-là, il faut lutter contre ça. Et on voit bien dans tous les témoignages que vous avez exprimés que devenir entrepreneur, c'est pas forcément, ça peut être un choix de vie. C'est surtout un vecteur incroyable de liberté, de réalisation sociale, professionnelle et d'insertion dans un parcours de vie. Et c'est ce que l'on porte, et c'est pour ça que l'on pense que ce sujet de l'entrepreneuriat, il dépasse en réalité, même s'il doit être totalement intégré dans toute la dimension de la réflexion sur le chômage et l'emploi, il dépasse ce cadre-là. Et dire aujourd'hui, il n'y a plus que, entre guillemets, je mets tous les guillemets qui vont bien, il n'y aurait plus que 5% de chômage. Et comme vous le disiez, Charles, ces 5%-là, on ne va pas les laisser sur le bord de la route au seul motif qu'ils sont 5%. Enfin, ça n'aurait pas de sens. Et par ailleurs, ce n'est pas parce qu'il n'y a que 5% de chômage qu'il n'y a pas un enjeu à accompagner ceux qui ne sont peut-être pas chômeurs aujourd'hui vers un parcours entrepreneurial qu'ils souhaiteraient engager. Et ça, ce sujet est d'autant plus important quand on parle de public fragile, quelle que soit la nature des fragilités qu'il porte. Et sans aucun jugement. Parce que la deuxième chose dont on est convaincu et dont je pense sur lequel il faut insister, c'est que entreprendre, c'est une source de réalisation personnelle et professionnelle, mais c'est quelque chose d'extrêmement exigeant. Ce n'est pas une solution de facilité. Vous avez exprimé toutes les choses positives que vous apporte l'entrepreneuriat en termes de maîtrise de son agenda, maîtrise de ses clients, des gens avec qui on travaille, etc. Mais en réalité, au quotidien, et vous ne l'avez pas exprimé parce que vous êtes dans une dynamique extrêmement positive, mais c'est extrêmement exigeant. Et l'accompagnement de Lulu, sans l'accompagnement de Lulu, ça aurait été extrêmement difficile pour vous. Et donc, ce que Frédéric sur lequel Frédéric a insisté en termes de l'importance de l'accompagnement, c'est accompagner les gens vers la réussite. Parce que si c'est juste accompagner les gens vers l'entrepreneuriat, dire c'est bon, il a déposé un cabis, c'est plus mon problème. Quand on a déposé un cabis, les emmerdements commencent, si j'ose dire. D'abord, alors je ne veux pas stigmatiser, d'abord avec certains organismes divers et variés et la paperasserie, mais surtout parce qu'il faut trouver des clients, parce qu'il faut les gérer, parce qu'il faut se payer à la fin du mois, parce qu'il faut en vivre. Et ce n'est pas juste votre cabis qui vous a permis d'avoir une carte bleue. C'est tout ce qu'il y a derrière. Et donc cet accompagnement, il est d'autant plus essentiel pour les publics qui n'ont pas forcément les réseaux, les ressources, les moyens de passer des caps difficiles dans l'aventure entrepreneuriale qui va forcément avoir des caps plus ou moins faciles et plus ou moins difficiles. Et la dernière chose, et ça c'est je pense un enjeu collectif très fort qui est notamment assuré par les EITI, qui est aussi assuré par l'ensemble des associations qui accompagnent et soutiennent la création d'entreprises et le financement de cette création. Et je les salue ici, notamment le travail exceptionnel que fait l'ADI. Et il n'y a aucune flagornerie dans ce que je dis, Frédéric le sait. Mais c'est vraiment un enjeu absolument essentiel. Et la dernière chose sur laquelle je voudrais insister et qui est un enjeu collectif, c'est celui de la simplicité. Y compris de la simplicité d'accès à cet incroyable écosystème de l'accompagnement qui existe sur le territoire et qui est très fortement soutenu par les pouvoirs publics, notamment grâce à l'action de BPI France, ou peut-être dans l'autre sens. En tout cas, il existe en réalité en France un écosystème extrêmement fort, gratuit, qui permet d'accompagner cet accompagnement, cet entrepreneuriat. Et vous avez tous dit,
J'ai été accompagnée par X, j'ai rencontré machin, enfin, ou Bernadette, ou Georges, ou Mohamed, et c'est la personne que vous avez rencontrée qui vous a permis d'eux. Ce que l'on souhaite, nous, c'est que la chance que vous avez eue, elle ne soit pas liée au hasard. Que cet accès et cette simplicité d'accès à des solutions comme celle portée par Lulu dans la rue, comme celle portée par les 27 réseaux d'accompagnement du collectif Capcréa, elle soit ouverte et simplement facile d'accès à tous. Ça veut dire qu'il faut créer des ponts entre les acteurs. Ça veut dire que tous les liens qu'on a au quotidien avec les acteurs essentiels du soutien au travail, et notamment France Travail, sont absolument fondamentales pour s'assurer que l'accès à ces droits, l'accès à ces solutions, l'accès à la réussite entrepreneuriale, elle soit ouverte à tous. Alors Charlie, je ne sais pas ce que dirait Léa Salamé, mais est-ce que tu peux nous dire un peu si toi tu fais une différence entre bon emploi et société du plein emploi. Voilà, qu'est-ce que c'est qu'un bon emploi ? Comment tu vois cette question-là ? Et sur la dynamique qu'il faut enclencher pour arriver à cet objectif du plein emploi. Effectivement, sur le plein emploi, Marc le disait tout à l'heure, on a aussi des représentations. La dernière fois qu'on a été en plein emploi, c'était pendant les 30 Glorieuses. Donc, quelque part, quand on dit plein emploi, ça nous reprojette un peu dans ce monde-là. Et pourtant, la société a tellement changé. Et moi, je retiens deux choses. Il y a quand même l'exclusion durable du monde du travail qui est apparue, premièrement. Et deuxièmement, il y a quand même aujourd'hui une aspiration au travail indépendant qui est beaucoup plus forte dans notre société. Dans les 30 Glorieuses, d'ailleurs, on faisait sa carrière des fois dans une entreprise, souvent. Hein. Maintenant, on n'est plus là-dedans. Donc, j'ai envie de dire, par rapport à cette société qui a complètement changé, il faut que tous les dispositifs qui accompagnent les personnes s'adaptent et notamment permettent, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est du passage du salariat au travail indépendant de manière beaucoup plus souple, avec des fois de l'accumulation de l'un et de l'autre, et puis que du travail indépendant, etc. Alors nous, c'est vrai que notre combat, à Lulu dans ma rue, on s'est vraiment axé sur les personnes pour lesquelles le fait d'être salarié était problématique. Hein, et quelque part, le fait d'être indépendant était une des clés de pouvoir retrouver le chemin de l'emploi. Et donc, ce qu'on a vu et ce qu'on a construit, ça a été de mettre en place un accompagnement, on en a beaucoup parlé, qui était nécessaire, parce que quand on laisse les personnes toutes seules, elles ont envie, mais elles n'y arrivent pas, parce que c'est complexe, il y a tout de l'accompagnement entrepreneurial, parce que trouver des clients aussi au début, quand on démarre, c'est pas simple, et donc il y a toute la dimension de mise en relation, d'apport d'affaires, qui est aussi très important, et puis évidemment, par rapport au parcours de vie des personnes qu'on accompagne, tous les freins périphériques qui sont des difficultés dans l'emploi. On a vu qu'aujourd'hui, il faut que les politiques de l'emploi prennent ça en main. Mais je pense qu'un des défis, alors on parle beaucoup du travail indépendant, mais Emma le disait tout à l'heure, on n'est pas des ayatollahs du travail indépendant. On est super contents, nous, quand des Lulu retrouvent le chemin du salariat. Ce qui compte, c'est trouver sa juste place dans la société et de se sentir bien, aussi en pouvant travailler, parce que le travail, c'est aussi l'expression de ses talents, c'est aussi l'expression de ce qu'on peut apporter à la société, et c'est important que tout humain puisse avoir accès à ça, que ce soit sous un format d'indépendant ou que ce soit sous un format salarié. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'on a aussi un véritable enjeu autour des représentations, notamment dans le secteur social. Le travail indépendant, c'est beaucoup vu comme soit élitiste, ah oui, non mais c'est pas pour nos publics, entre guillemets, pas assez autonome. D'un côté, j'ai envie de dire c'est le pôle, ou là, trop élitiste, ou alors c'est trop précarisant. Ah là là, non. Ne reprenez pas un travail qui serait un travail auto-entrepreneur. L'auto-entrepreneuriat égale sous-salariat. Tout à l'heure, Astrid le disait. Sous-salariat, travail précarisant. Et ces représentations, alors moi je le dis, d'ailleurs je les remercie parce que c'est aussi des personnes qui à un moment croient qu'il faut qu'on fasse bouger les lignes
y compris dans les institutions. C'est pas gagné, mais je regarde Caroline Bacchini de France Travail, Nicolas Garnier quand on a démarré à Paris, Sylvie Vaugin, donc nos partenaires institutionnels qui, à un moment, font le pari de se dire « Ok, j'ai envie d'y croire », même si, dans les institutions, même si la culture générale, c'est pas facile de dire ben oui, tu es au chômage, ben, je vais pas te proposer tout de suite un emploi salarié parce que ce qui te convient mieux, c'est d'être indépendant et voilà, d'avoir des gens qui nous ont accompagnés là-dedans, c'est important, mais c'est un gros combat. Quand Lulu s'installe sur un territoire ou est sur un territoire, on fait face à ces représentations oui, que c'est précarisant ou que c'est élitiste ou que c'est pas adapté ou que c'est pas du vrai travail. Donc je crois qu'il y a, et le colloque de ce matin, c'est aussi un de ces enjeux, c'est de porter ce combat, de dire oui, arrêtons de faire une hiérarchie entre les dispositifs. Mais je pense que, et je vais rejoindre ce que disait Frédéric, dans les enjeux qui nous attendent, ce combat sur les représentations, cette acceptabilité, parce que je pense que les témoignages des travailleurs indépendants qui étaient là, de Lulu, de l'inclusion et de Inkipit, l'ont montré. Voilà, ça répond à des attentes, il y a un vrai besoin. Mais le vrai défi, c'est qu'aujourd'hui, en termes de protection, quand on est indépendant, on n'est pas aussi protégé que quand on est salarié. Et aujourd'hui, c'est notre prochain défi. Alors plutôt que de vouloir tuer l'auto-entrepreneuriat, non, l'outil est bon, mais il est incomplet. Il faut qu'on s'attelle à construire une société, j'ai envie de dire, où cette protection, elle va être uniforme. Qu'on soit salarié ou qu'on soit indépendant, voilà, qu'il n'y ait plus une société à deux vitesses, parce que, je le rappelle, pour certaines personnes, redevenir salarié, c'est non. Il y a des personnes qui ne voudront pas retourner dans le salariat. Donc, ce n'est pas pour autant qu'il faut qu'elles soient moins protégées. Alors, évidemment, la protection sociale, mais aussi, on l'oublie, la formation. La formation pour les travailleurs indépendants, notamment les travailleurs indépendants peu qualifiés, c'est le désert. Et il y a beaucoup de choses à construire. Donc voilà, notre défi, il est vraiment autour de construire ces briques qui manquent. On en a construit une première dans la continuité du chemin qu'avait initié l'ADI, la BPI, mais avec l'EITI, je crois qu'on est vraiment en train de construire cette brique d'accompagnement à 360 degrés qui est nécessaire. Les prochaines étapes, c'est protection sociale, formation, qui justement nous aideront à rendre plus acceptable, à casser ces représentations qui sont aujourd'hui une de nos grandes difficultés. Alors justement, tu parlais de la construction, de ce qu'il fallait mettre en place. Alors justement, ça c'est une question qui s'adresse à chacun des intervenants. C'est finalement sur la protection sociale, sur la question des retraites, sur la question de la formation, ainsi de suite. Quels sont les leviers dont dispose à la fois le gouvernement, les pouvoirs publics pour justement faire en sorte que ce statut s'harmonise, et quels sont les freins aussi aujourd'hui qui fait que ce constat qu'on fait tous et toutes depuis quand même un certain nombre d'années maintenant de cette société où il y a des travailleurs indépendants et où on passe de l'un à l'autre et ainsi de suite, comment on fait pour que cette société puisse devenir plus uniforme et qu'on n'ait plus autant de cassures dans nos parcours par rapport à ça? Peut-être Marc pour commencer, et puis après évidemment la parole circule auprès de tout le monde pour discuter de tout ça. Oui, je ne sais pas si l'objectif, ça doit être l'uniformité. Moi, je reprendrais bien le terme qu'a utilisé Frédéric Lavenir tout à l'heure, celui de fluidité. Il ne faut pas opposer, et ça a bien été dit, je souscris tout à fait, le travail indépendant au salariat. D'ailleurs, dans la table ronde, dans les témoignages, j'ai entendu ce parcours de vie qui a commencé par des prestations de travail indépendant et qui se termine par un CDI de gardien d'immeuble. Donc on voit bien que ces transitions-là, elles sont possibles. Il faut les rendre encore plus aisées. Alors comment on fait ? Il y a une sorte de serpent de mer dans la réflexion sur notre modèle social qui date de bien des années, qu'on appelle la réflexion sur le statut de l'actif. Avoir un statut qui unifierait le statut des salariés, le statut des indépendants. Bon. En France, on aime bien les jardins à la française, justement. Et ce statut de l'actif, ça s'apparente un peu à ce jardin à la française. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y réfléchir, mais je suis plutôt partisan, pour ma part, de ce que Jean Monnet appelait à propos de l'Europe la politique des petits pas. C'est ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire
grappiller des droits au profit des indépendants, qui les rapprochent du statut du salarié. Ça a été évoqué, on a mis en place une allocation chômage pour les travailleurs indépendants, dont je pense, et je le dis assez tranquillement et humblement, parce que j'ai participé à l'élaboration de ce dispositif, qu'elle est pas forcément encore parfaite, loin de là, qu'elle mérite probablement d'être améliorée, d'être déverrouillée, d'être simplifiée. Je reprends le sujet de la simplification. Et je pense que cette démarche consistant à agréger des droits peu à peu, à faire converger des droits, le sujet évidemment des exonérations de charges qui portent sur les charges patronales pour les salariés et qui ne portent pas sur les charges qui sont au fond des charges patronales pour les indépendants, c'est un sujet qui évidemment a des conséquences budgétaires, il ne faut pas se le cacher non plus, hein. Et dans la situation actuelle que vous connaissez tous, eh bien nous avons des contraintes budgétaires qui sont assez lourdes, mais ça n'empêche pas d'y réfléchir. Voilà, moi là, je ne vais pas répondre à la question de manière définitive parce qu'il n'y a pas de réponse définitive, mais allons peu à peu grappiller des droits, acquérir et obtenir des droits pour les indépendants et les faire converger avec ceux du salariat. Frédéric, vous êtes d'accord avec cette idée de petits pas ? Moi, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vient de dire Marc Ferracci. Franchement, c'est vraiment... Non, mais c'est que le grand soir et tout, là, le machin où on fabrique on je sais pas quoi, ça, c'est sympathique, mais ça permet de ne pas avancer du tout. Les choses qu'on fabrique, et l'exemple, par exemple, de l'allocation pour les travailleurs indépendants, c'est un bon exemple parce que, honnêtement, quand il a été créé, nous, ce qu'on a considéré à l'ADI, c'est que c'était un très très grand pas philosophique et quasiment un surplace en pratique. Non, mais c'était la réalité. C'est-à-dire qu'on avait basculé dans un univers où ça devenait possible. Et à partir de là, on construit. Effectivement, ça s'est amélioré depuis. Effectivement, il reste des choses à faire parce que ça reste, voilà. Mais le pas a été fait. Et je pense que ça vaut pour tous les sujets. Donc, je suis tout à fait d'accord avec cette vision-là. J'ajoute simplement une chose, c'est que quand on est dans un univers qui est par construction imparfait et complexe, parce que c'est complexe quand on avance par petits pas et qu'on ne fabrique pas la machine comme ça, tel l'architecte partant sur le terrain vierge, il y a des tas de défauts partout. Il faut que quelqu'un prenne le relais. Et ce quelqu'un, c'est l'administration. C'est-à-dire il faut qu'il y ait quelque part des organisateurs et des managers qui fassent que la complexité qui est dans le back-office, elle ne se voit pas quand on est l'utilisateur. Parce que c'est compliqué. Il y a des tas de trucs. Et ça le restera. Et imaginez qu'on ait le système unique, tout le monde pareil et tout. C'est pas... Par contre, il y a des gestionnaires, il y a des outils. Et il y a des gens qui peuvent avoir, pardon de le dire, une vision client. Et pas une vision producteur. C'est-à-dire une vision qui consiste à dire, quand j'ai quelqu'un qui arrive, comment on fait pour que ce soit fluide dans le cadre du système tel qu'il existe? Comment on fait pour que les jointures ne se voient pas? Moi, je vais prendre juste un exemple qui n'a rien à voir avec la création d'entreprise. Mais quand vous êtes travailleur indépendant, que vous êtes bénéficiaire d'une allocation familiale sous condition de ressources ou d'un RSA résiduel ou d'une prime, peu importe, d'une allocation sous condition de ressources, vous allez à la CAF, à la caisse d'allocation familiale. Si vous êtes un salarié, vous avez quelqu'un qui vous aide, c'est super bien fait maintenant dans la plupart des CAF, ça dépend, mais la plupart du temps, vous avez un salarié qui vient vous aider, vous mettez devant l'écran, là, celui-là, et il vous dit, voilà, vous cliquez là, etc. Vous téléchargez vos 3 bulletins de salaire, et c'est marre, 2 jours après, vous avez vos allocations. Si vous êtes un indépendant, je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais il faut essayer, à l'étape 3 ou l'étape 2, on vous dit, prendre un rendez-vous avec un conseiller. Et alors là, les emmerdes commencent. Non mais bon... Alors, ce n'est pas la faute du conseiller qui fait ce qu'il peut, c'est la faute de personne. C'est la faute du fait que c'est compliqué, que ce n'est pas fabriqué pour ça, et qu'il faut une interface. Et que cette interface-là, il faut qu'elle soit aussi pour le travail indépendant. Pardon, je suis un peu radé pâquerette, mais c'est la vie, quoi. Et donc, tout à fait d'accord, mais 100%, sauf que je pense qu'il y a un tout petit plus, un truc à ajouter, et ça, ce n'est pas le législateur, c'est l'administrateur qui doit s'occuper, le ministre, pardon de le dire, qui doit s'occuper de l'intendance, de faire en sorte que pour le client, ce soit simple et fluide, et que la complexité, elle soit pour le producteur. Voilà. Bon, mais pour le reste, tout à fait d'accord. Charlie, est-ce que tu es d'accord avec ça, ou est-ce que tu penses qu'il faut quand même, malgré tout, un cadre global ? Alors, moi, je suis un peu plus romantique. Et le grand soir, j'aime bien quand même. Ça me fait rêver. Et je pense que, effectivement, dit comme ça porte à sourire. Mais je pense qu'on a quand même besoin d'avoir
une ligne de mire, une ligne d'horizon. Quel est le projet de la société du travail qu'on veut construire à échéance de X années? Je pense qu'on est bien à l'endroit où on doit parler de ça. Et donc, je souscris évidemment, et j'ai presque envie de dire, oui, on a travaillé ensemble sur la loi UITI, on l'a fait ensemble, et cette loi UITI, c'est un petit pas. Hein, on a construit une brique. Il faut juste se dire, et effectivement, le pragmatisme passe par là. Donc soyons pragmatiques, parce que c'est ça aussi qui permet à des gens, chaque jour, de s'en sortir un peu plus. Voilà. Mais n'en restons pas là, y compris parce que tous ces petits pas, à la fin, ça peut finir avec un gros millefeuille. Et que ce gros millefeuille, quand on s'y perd, et effectivement, l'administration, elle s'y perd. On se retrouve des fois, nous, Lulu dans ma rue, à expliquer à des gens de l'administration comment ça se passe, parce qu'il y a tellement de complexité, ça change tout le temps. Voilà. Donc, on va pas c'est presque un autre sujet, mais en tout cas, de se dire que oui, il faut aller vers une universalisation de la protection, quel que soit le statut du travailleur, même si c'est un serpent de mer, il ne faut pas le lâcher. Parce que je pense que structurellement, l'aspiration de notre société tend vers ces différents types d'emplois, et qu'il faut donc qu'on réfléchisse à comment on va tendre vers ça, en étant pragmatique sur le court terme, mais aussi avec une vraie vision sur le long terme, pour ne pas que... Moi, je le dis aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis hyper fier des Lulus qui sont venus ce matin, du travail qu'ils font. Je suis content que pour beaucoup de Lulus, ils gagnent plus que ce qu'ils gagnaient avant, parce que c'est aussi une réalité dans les fausses représentations, c'est précarisant et tout. Il y a certains Lulus qui gagnent beaucoup plus qu'avant. Hein. Donc tout ça, c'est super. Et en même temps, je suis extrêmement embêté par rapport à la protection sociale et le fait qu'on accompagne des personnes et qu'en ce moment, oui, si jamais il y a un accident du travail, et on le voit, les questions de santé sont centrales, l'outil, il n'est pas parfait. Il est vraiment imparfait, et ça m'embête. Donc, j'ai envie de dire, c'est pour ça que je suis content d'être là, à l'Assemblée nationale, parce que ce sont des combats qu'on doit porter, hein, et surtout, l'idée n'est pas de faire marche arrière et de dire parce que l'auto-entrepreneuriat ne protège pas assez les personnes, il faut tuer l'auto-entrepreneuriat. Non, c'est pas ça. Ça, c'est le mauvais raisonnement. C'est continuons à construire, à améliorer ce dispositif, et il faut qu'on ait cette ligne de mire. Il faut qu'on ait cette ligne de mire. Et alors, qu'est-ce qu'on met dans ce dispositif, peut-être Alexandra ou Nathalie, finalement sur cet horizon qu'est-ce qu'on peut y mettre? Oui, alors juste pour... Déjà, si vous êtes d'accord sur le constat, et puis... Non, rebondir peut-être de façon un peu moins romantique, mais justement sur la politique des petits pas. Il y a le sujet qui a été évoqué, d'essayer d'élargir les droits, etc. Mais il y a aussi le sujet qui fait un peu écho à ce que Frédéric Lavenir disait sur la complexité, qui est juste le recours aux droits existants. Donc déjà, faire en sorte que les droits qui existent soient accessibles, ce qui est effectivement accessible et effectivement... ça, c'est un premier sujet. Et il y a aussi faire en sorte que améliorer tout ce qui existe. Donc, par exemple, quand le mot accompagnement a été maintes fois répété, je pense qu'il est vraiment très, très... On a vu à quel point il était central pour faire en sorte que le travail indépendant ne soit pas un travail solitaire. Mais donc, il n'y a pas que Lulu dans ma rue qui fait l'accompagnement. Il y a aussi, par exemple, France Travail fait tout un travail d'accompagnement. Et sur ces... il y a plein de réflexions à mener pour savoir à quel moment il faut intensifier l'accompagnement, bien percevoir les moments de bascule dans la trajectoire des gens. C'est vrai que vous parliez du fait qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont exclus durablement du monde du travail. Ce qu'on observe, c'est surtout qu'il y a beaucoup de gens qui font des allers-retours entre le chômage, l'emploi, les minima sociaux, etc. Et donc, il y a parfois dans ces trajectoires des points de bascule où on s'enferme dans des dynamiques qui sont plus bonnes. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il faut focaliser l'accompagnement, parce qu'évidemment, c'est aussi ce que Marc Ferracci disait, dans tout ça, il y a des sujets un peu de ressources, c'est-à-dire que tu parlais des ressources budgétaires, il y a aussi le sujet des ressources humaines pour faire cet accompagnement. Donc il y a la nécessité de vraiment bien comprendre finement
les trajectoires des gens et pouvoir intervenir au bon moment. Et donc tout ça, ça fait écho un petit peu à la politique des petits pas, parce que je pense que voilà, il y a les leviers, il y a les concepts, mais il y a aussi la mise en œuvre. Et la mise en œuvre de n'importe quelle réforme, elle est absolument cruciale. Donc c'est vrai que le gouvernement, le législateur décide des réformes, fait de son mieux pour les concevoir, mais le succès d'une réforme dépend en grande partie de la mise en œuvre, et on peut être président de la République, on ne maîtrise pas complètement la mise en œuvre. Donc, et la mise en œuvre repose sur, encore une fois, beaucoup d'acteurs locaux, et donc je pense qu'il faut apporter une grande attention à tous ces enjeux de mise en œuvre, au plus près des besoins des gens, au plus près des spécificités territoriales, et c'est très difficile parfois de répondre à des questions un peu dans l'abstrait. Et il faut en revanche vraiment mettre l'accent sur les problématiques très spécifiques. Et si on dessine l'horizon, si on essaie de faire un croquis un peu de l'horizon, on pourrait mettre quoi dedans ? Non, mais l'horizon, il a été dessiné. Et d'ailleurs, ça a été rappelé. Le travail indépendant, c'était un travail qui était beaucoup plus fréquent au 19e siècle. Enfin, historiquement, on avait des métiers, des artisans. C'était des métiers beaucoup plus répandus. Et on a eu ensuite une période, la période fordiste, où il y a eu une grosse croissance du salariat. C'est assez difficile de savoir. C'est vrai que le travail indépendant augmente. C'est assez difficile de dessiner les proportions qui souhaitables. Et tout ça dépend du changement technologique. Tout ça dépend de plein de facteurs qui nous dépassent un petit peu. Donc moi, je pense encore une fois qu'il faut observer les forces qui agitent et qui font bouger le marché du travail, et puis essayer de s'adapter au mieux possible. Donc je pense que vraiment l'horizon, c'est Marc qui l'a dépeint au tout début, c'est essayer que tout le monde ait le droit à un travail, qu'on travaille le mieux possible, et que ça soit à peu près bien réparti territorialement. Je pense que la définition de Marc était très juste de ce point de vue-là. Nathalie ? Je rebondirai volontiers sur deux, trois choses, et la transition est magique, sur cette vision de la société du plein emploi, et quels sont les différents ingrédients qui nous permettent d'y concourir, et en ayant un point d'attention privilégié, prioritaire dans ce regard, de là où je suis encore, sur ceux et celles d'entre nous qui sont les plus fragiles durablement ou passagèrement dans leur vie professionnelle pour construire leur parcours. Un premier élément, c'est vraiment que collectivement, on essaye de tuer cette idée que parce qu'on est au chômage, parce qu'on est allocataire du RSA, et qu'on y reste durablement, on n'aurait pas envie de retravailler, ou pas suffisamment envie de retravailler, ou pas suffisamment le courage. C'est tellement violent quand déjà privé d'emploi, nous c'est le quotidien de l'accompagnement des bénévoles de SNC, mais à travers tous les métiers et les environnements dans lesquels j'ai exercé, en côtoyant des gens qui traversent ces moments de vie ou qui durablement sont dans cette difficulté à travailler régulièrement, c'est une violence terrible. C'est déjà, je ne suis pas sûre de moi, déjà j'ai raté, déjà j'ai honte vis-à-vis de ma famille parce que je n'arrive pas à travailler, j'arrive pas à la nourrir, j'arrive pas, ou alors simplement à conquérir ma propre autonomie, ce qui ne m'autorise pas à construire ma famille. Et en plus, je sens un regard peser sur moi qui est « non mais en fait, tu fais pas tout ce qu'il faut, quoi. Tu fais pas tous les efforts, t'exagères, quoi ». Et quand on dit ouais, on va réduire l'indemnisation pour réduire le plein emploi, je comprends bien, il y a des raisonnements qui sont économiques, on en parlait toutes les deux, c'est intéressant, mais juste c'est tellement violent. Et donc soyons collectivement attentifs et attentionnés. Et à l'inverse, ces témoignages qu'on a entendus tout à l'heure, moi je me suis régalée, parce qu'en fait ce dont vous témoignez, c'est on m'a fait confiance, on m'a accompagnée pour que j'y arrive, pour me guider, pour me donner les clés, et maintenant je suis récompensée. Votre témoignage, il m'a touchée parce que c'est ça, c'est là-dessus qu'on joue dans un établissement qui s'appelle l'EPID, établissement pour l'insertion dans l'emploi pour des jeunes 18-25 ans pas qualifiés. La première chose qu'on fait, c'est de mettre les jeunes dans la situation que vous avez décrite, madame, tout à l'heure, qui est ma cliente, elle m'a dit merci, elle m'a souri. Et mais ça veut dire quoi? Ça veut dire on m'a reconnu dans la place que j'ai, dans la qualité de ce que j'ai pu apporter et dans le service que j'ai donné, en l'occurrence, mais ça peut être dans je suis satisfait parce que j'ai produit un bel objet, j'allais sortir mon téléphone, pas terrible non plus, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et donc, finalement, ce dont ont besoin ces personnes qui sont dans ces moments de vie les plus fragiles,
c'est d'abord d'un regard bienveillant et de toutes les ressources d'accompagnement dont on parle. Et le travail indépendant, c'était rigolo parce que quand on a commencé à discuter en amont de la préparation, une des questions qui m'était faite, c'est « Et vous allez dire du mal du travail indépendant ? Qu'est-ce que vous en pensez ?» et ayant posé des questions pour vérifier ce que j'avais compris du modèle Lulu, j'ai dit « Oh, ouais !» Mais non, mais en fait, modulo tout ce qu'il faut améliorer et que vous avez largement explicité, ce qu'il faut, c'est des solutions qui permettent à chacun d'avoir le marchepied et les éléments pour rebondir et la possibilité, avec ce qu'on est, avec ce qu'on peut faire, de se réaliser, de se sentir utile et d'avoir une place dans cette société. Et vraiment, c'est ça qui est critique et c'est pour ça qu'il faut que dans cette société du plein emploi, on ait toutes ces ressources qui permettent d'aller chercher tout ce... C'est aller chercher, en discutant avec France Travail et avec un des DGA de Thibault, donc Paul Bazin, je lui posais la question, je lui ai dit, mais finalement, le contrôle de la recherche d'emploi, ça amène quoi ? Eh bien, ça amène que juste 15% des personnes sont sanctionnées. Ça veut dire 85% des gens qui ont été contrôlés sont des gens qui, d'une façon ou d'une autre, cherchent. Et sur les 85% qui cherchent activement, il y en a 50 qui sont assez autonomes, ça roule. Il y en a 10% qui sont malades. Et il y en a quand même 20% que ce coup de téléphone ou cette sollicitation a permis de relancer parce que la personne était en train de couler, couler ou de perdre la dynamique dans sa recherche d'emploi, parce que c'est dur, parce que c'est usant, parce que quand on envoie plein de CV, qu'on n'a pas de réponse, ou quand on n'a que des réponses négatives les quelques fois où ça répond, eh bien, c'est très démobilisateur. Et c'est ça que nos binômes de bénévoles à SNC essayent de retravailler avec les personnes qui s'appuient sur nous pour juste, OK, poser tout ça et on va vous aider à remobiliser les solutions et à identifier toutes les solutions qui sont à votre main pour repartir parce que vous allez y arriver vous aussi, quoi. Alors je crois qu'il y avait une toute petite réaction d'Alexandra et ensuite... non, juste pour rebondir rapidement sur ces discussions, puisque en effet vous faisiez écho à des discussions qu'on a eues en amont du panel, mais c'est vrai que sur cette question en fait, les publics qu'on essaye d'accompagner vers le plein emploi sont hétérogènes. Donc, je pense qu'il faut, de ce point de vue-là, plusieurs logiques. Donc, la logique de l'accompagnement, elle est absolument indispensable pour les raisons que vous évoquiez, la question de la confiance. Après, sur la logique de l'assurance chômage et des incitations, autant je pense qu'en termes de rythme, il faut justement, une fois qu'on a fait une réforme, laisser le temps qu'elle se mette en place et ne pas nécessairement accumuler les réformes. Autant, je pense que c'était nécessaire de aussi réformer les incitations, c'est-à-dire que voilà, il y a un côté accompagnement qui est absolument clé, notamment pour certains publics. Et puis, il y a aussi certains publics qui vont réagir assez nettement aux incitations. C'est des choses qu'on observe de façon statistique. Donc, il faut, je pense, trouver un discours un petit peu équilibré. Enfin, en tout cas, c'est la lecture que je porte, qui soit à la fois renforcer parfois les incitations quand c'est nécessaire, quand c'est économiquement pertinent, c'est-à-dire quand il y a beaucoup d'offres d'emploi que les employeurs ont du mal à recruter, mais par ailleurs, accompagner absolument pour notamment éviter toutes les situations où le renforcement des incitations peut avoir des effets pervers. Bon, alors, un petit rebond encore, très court. Et puis on va éviter de faire monopoliser la parole toutes les deux, mais juste sur l'incise par rapport aux métiers en tension. Là aussi, c'est une espèce de piège dans le raisonnement. Et c'est vrai que quand on est éloigné de ces questions-là, qu'on ne les connaît pas, se dire d'un côté, comment ça se fait qu'il y a des millions de personnes qui ne travaillent pas, alors qu'il y a des quantités d'employeurs ou en tout cas des millions d'offres qui restent à pourvoir. Sauf que quand vous regardez les travaux sur les métiers en tension, il y en a un qui est sorti qui a été réalisé par la DARES récemment, il y a quelques mois. Et quand vous regardez le travail qui est fait par France Stratégie et la DARES sur les métiers 2030 et les métiers sur lesquels on va recruter, 9 des 10 premiers métiers pour lesquels il y a des besoins et des tensions, c'est des métiers qui existent des qualifications pour certaines qui durent 3 ans. Donc le match entre des gens qui sont au chômage et les métiers sur lesquels on recrute,
il n'est pas automatique. Ça n'est pas, enfin, je veux dire, tous les métiers qui restent en difficulté de recrutement ne sont pas non plus ces métiers qualifiés. Il y a aussi des agents d'entretien, il y a aussi des emplois dans la restauration qui n'exigent pas une qualification en première intention. Mais attention à ne pas se dire c'est juste, voilà encore une idée simple, ils ont la flemme d'y aller alors qu'il y a des offres d'emploi. C'est qu'il faut avoir le niveau de qualification et répondre aux exigences légitimes des employeurs. Alors, je propose qu'on ne fasse pas quand même un débat sur les métiers en tension, mais je crois que Marc Ferracci, il y avait un tout petit truc à dire là-dessus. Et ensuite, on va continuer de dresser l'horizon des travailleurs indépendants. Très vite sur ce sujet des métiers en tension. On sait très bien que les métiers en tension ont des origines très diverses. Il y a le sujet tu viens de l'évoquer Nathalie, des qualifications, de l'inadéquation, il y a le sujet de la mobilité géographique, il y a le sujet de l'attractivité des conditions de travail et des conditions salariales. Moi j'attire juste l'attention parce que je suis quand même universitaire de formation, donc je me réfère aussi aux travaux de mes collègues, tout en écoutant très attentivement ce qui provient du terrain. Le Conseil d'analyse économique sur ce sujet des métiers en tension s'est livré, il y a 2 ans déjà, à une analyse assez fine des raisons qui expliquaient les métiers en tension. Et pour aller très vite, l'explication par le déficit de qualification, le déficit de mobilité géographique, ça expliquait à peu près 15% des métiers en tension. Le reste, ce sont des gens qui sont potentiellement disponibles, potentiellement qualifiés, potentiellement sur le bassin d'emploi, mais qui n'ont pas toujours accès au bon accompagnement. Et ça, c'est vrai, ça, c'est un vrai sujet, qui n'ont pas toujours accès à la bonne information, et c'est le rôle du service public de l'emploi. Mais tout ça pour dire que c'est vraiment très multifactoriel. Et je veux aussi, puisqu'on en est à tordre des idées reçues, et c'est ce chiffre qui n'a pas été prononcé, qui sort parfois, qui est celui de la DARES, l'idée qu'il y aurait 350 000 postes vacants. Et tout le monde dit, regardez, il y a 3 millions de chômeurs et 350 000 postes vacants. Comment on fait ? Ce 350 000 postes vacants, il faut se donner la peine de lire la méthodologie de l'étude à travers laquelle la DARES parvient à ce chiffre. Ça ne correspond absolument pas aux opportunités qui sont offertes aux chômeurs. Il y a des millions d'offres d'emploi qui sont déposées, des offres nouvelles qui sont déposées chaque année à Pôle emploi. La réalité du marché du travail, c'est ça. Les 350 000, c'est une photographie à un instant donné, sauf que le lundi, vous avez 350 000 offres vacantes, et le mardi, ce ne sont plus les mêmes, puisque certaines ont été pourvues et d'autres sont rentrées. Et donc, il ne faut pas avoir une vision photographique du marché du travail. Voilà, je suis désolé, j'avais besoin de m'exprimer sur ces sujets-là. Le message est passé. Marie, vous, à la BPI, vous êtes un moyen pour aider, finalement, pour accompagner aussi le travail indépendant et ses besoins de financement. Qu'est-ce que vous observez, justement, dans les demandes que vous recevez sur les besoins de financement, sur les besoins d'accompagnement ? Est-ce que, justement, ça permet aussi, dans l'observation que vous faites au quotidien, de dresser un peu un horizon de ce que pourrait être, ce qu'est déjà et ce que pourrait être le travail indépendant à l'avenir? Alors, je vais élargir le sujet parce que si je ne traite le sujet que via la question que vous m'avez posée, je vais avoir du mal à répondre parce qu'en réalité, le soutien à l'entrepreneuriat, à la création d'entreprises que porte BPI, elle le fait via les acteurs qui sont ses partenaires et notamment 26 réseaux associatifs d'accompagnement à la création d'entreprises qui ont 5 000 collaborateurs, 55 000 bénévoles, 3 000 implantations sur le territoire, là où BPI France, c'est 50 implantations sur le territoire qui s'occupent de la création d'entreprises jusqu'à la prise de participation dans Stellantis. Autant vous dire que si tout reposait sur les petits bras musclés de BPI, on serait mal barré. Cela dit, ce que l'on sait très bien faire, et ce que l'on fait avec beaucoup de plaisir, c'est faire du levier sur les acteurs qui savent faire, c'est accompagner les acteurs qui savent faire pour qu'ils puissent accompagner eux-mêmes plus de personnes, financer plus de porteurs de projets et notamment financer la création d'entreprises par les travailleurs indépendants. Et ça, aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure en regardant les chiffres de l'IEF, c'est que de plus en plus de Françaises et de Français dans tous les territoires ont envie de se lancer,
et sont prêts à passer le pas. Parfois, ne le passent pas parce qu'ils se disent « je ne vais pas y arriver », et donc ont besoin de tout ce dont on a parlé toute cette matinée. Moi, par rapport à la question précédente qui était posée de comment est-ce qu'on fait évoluer les droits, comment est-ce qu'on assure une protection sociale, comment est-ce qu'on s'assure d'une homogénéité, si ce n'est un jardin à la française, entre les droits dont disposent les salariés versus les droits dont disposeraient les travailleurs indépendants et les auto-entrepreneurs. Je me permets de réinsister sur ce que je disais tout à l'heure, qui était le sujet du parcours. Il y a les droits à un temps T et il y a aussi un enjeu majeur qui est de veiller à ce que le changement de statut à l'intérieur d'un parcours professionnel ne vienne pas rompre ses droits et à un moment couper en fait cette espèce de ligne de vie de la sécurité sous toutes ses formes qui ferait que aujourd'hui je suis salarié, demain je deviens travailleur indépendant, je perds tout, et à l'inverse, les quelques droits dont j'aurais pu bénéficier en tant que travailleur indépendant, je les perds au moment où je redeviens salarié. Donc cette notion de parcours pour moi, y compris d'ailleurs dans l'aspect législatif et réglementaire, elle est absolument essentielle. Et le deuxième point sur lequel je voudrais rebondir et qui est aussi quelque chose que j'ai dit tout à l'heure, mais vraiment sur lequel je suis convaincue de l'importance et qui a été aussi réévoqué par Frédéric, c'est cette question de la simplicité. Comment est-ce que tous ensemble, on absorbe cette complexité et on fait que qui que l'on soit à un moment de l'interaction que l'on peut avoir avec vous, on n'ait pas forcément toutes les réponses, mais en revanche on sache vers qui aller les chercher, vers qui éventuellement vous orienter, voire vers qui les trouver. Et pour être très, très concrète et positive, ont été évoquées la question de réformer c'est bien, mettre en œuvre c'est mieux. Et effectivement, sauter sur Colvézi, c'est bien, la cantinerie qui permet aux soldats de continuer c'est mieux. Donc nous, chez BPI, on fait la cantinerie. Non. Aujourd'hui, quand on voit la façon dont la réforme de France Travail se met en place et l'évolution du service public de l'emploi qui intègre dès sa conception une dimension entrepreneuriale, que d'aucuns iraient jusqu'à qualifier de service public de l'entrepreneuriat. Ça, c'est une petite blague pour Emmanuel. Je ne sais pas si qu'on ira jusqu'au service public de l'entrepreneuriat, et à la limite, je ne suis pas sûre que ce soit ce que les entrepreneurs cherchent. Mais en revanche, que dans la mise en place de France Travail, la dimension entrepreneuriale soit complètement prise en compte, que quand on travaille avec Thibault et avec les équipes, on se pose la question de comment est-ce que l'on fait en sorte que le parcours d'un bénéficiaire de France Travail intègre cette dimension entrepreneuriale et que les différents moments de vie qu'il va avoir lui permettent de garder le lien. Et qu'on se pose dès l'origine la question de comment est-ce que les acteurs de l'accompagnement à la création d'entreprises peuvent accompagner, contribuer au diagnostic, accompagner les collaborateurs de France Travail vers la prise en compte de cette dimension dans leur accompagnement propre. Pour moi, ça, c'est le signe que les passerelles qu'on cherche à mettre en place au quotidien les uns avec les autres, elles existent, elles se renforcent, et c'est ça qui, à la fin, va amener, peut-être pas le grand soir, mais une transformation de fond et extrêmement profonde de la société. Merci Marie. Frédéric, je crois que vous vouliez réagir sur ce point. Et puis après, j'ai une petite dernière question et on passe la parole à la salle. Donc si vous avez des questions, préparez-les. Oui, alors, non, ça vient bientôt vers vous. Je rebondis sur ce que vient de dire Marine. Moi, je trouve que, moi je vais le dire parce que c'est pas moi, que je trouve que BPI peut être très fier de ce qu'elle a fait. Il y a 4 ans, BPI s'occupait des startups et tout ça. Et quand BPI a commencé à s'occuper de nous, si j'ose dire, enfin nous tous là, moi je me suis dit, oulala, on va être dans le coin au sous-sol. Et en fait, pas du tout. Et ça, je trouve que c'est assez formidable ce qui a été fait. BPI a vraiment un rôle complètement clé dans tout l'écosystème dont on vient de parler, et dans notamment la possibilité d'accompagner. Et alors, ce que je veux dire, c'est que c'est vrai de BPI, mais je pense, et ça me rend très optimiste, que ça dépasse BPI, c'est-à-dire qu'il y a quand même dans le système public français, je vais prendre 2 autres exemples, juste en les citant, un mouvement
qui rend très optimiste sur la manière dont l'entrepreneuriat, les dispositifs d'accompagnement, enfin bref, l'écosystème de l'entrepreneuriat va être soutenu dans les années à venir. Et les deux exemples, c'est on a un peu tapé sur l'URSSAF. C'est vrai hein, que c'est vraiment compliqué. Hein. Ils ont énormément de progrès à faire, c'est clair. Mais quand nous, on a un partenariat avec l'URSSAF, ce que je peux dire, c'est que la volonté de recherche du client, du contact avec les personnes, etc., pour une administration comme l'URSSAF qui n'a pas ça dans ses gènes, est réelle et très très sérieuse. Et franchement, le mouvement, il se voit quand on regarde de près, il est absolument réel, et moi, ça me rend optimiste. Puis le deuxième exemple, mais celui-là, bon, on en a beaucoup parlé, c'est France Travail. Enfin, c'est vrai que Pôle emploi et France Travail, avec Jean Basser, maintenant avec Thibaut Guilluy, ils s'engagent bien, hein, mais vraiment bien, et que la révolution, elle a commencé il y a quelques années, et que là, elle est en accélération avec la création de France Travail. Donc tout ça, il y a d'autres exemples, mais franchement, je nomme les institutions, parce que nous, on les voit, on voit comment elles évoluent de l'intérieur. C'est long, c'est lent, c'est compliqué, c'est des grosses machines, voilà, mais c'est réel. Et sur l'horizon, moi je voulais juste conclure là-dessus, moi je vais vous dire, à l'horizon, d'abord l'horizon, moi je suis de ceux qui pensent qu'on a tous, pour certains beaucoup, ceux qui légifèrent, pour d'autres moins, ceux qui travaillent dans le concret des petites choses, mais notre rôle à jouer est qu'il n'est pas écrit d'avance. Et que moi je pense que notre avenir, il va être d'autant meilleur que on aura eu la capacité de favoriser le développement du travail indépendant. Pourquoi ? Parce que sans le savoir, là je vous regarde toutes les quatre là en face, sans le savoir, ou d'ailleurs en le sachant, je ne sais pas pourquoi je dis sans le savoir, mais en tout cas sans que ça se dise, vous êtes des acteurs majeurs de la transition écologique. Parce que vous réparez, enfin, voilà, je le disais, hein, il y a du bricolage, etc. Vous réparez et on ne remplace pas. Parce que plus on a de commerce dans les villages, dans les quartiers, moins on a à se déplacer au centre commercial pour aller chercher à bouffer, etc., etc. Donc en fait, non mais je suis très sérieux, je pense que l'économie de demain de proximité, qui est une économie écologique, c'est aussi une économie dans laquelle le travail indépendant a une place très importante, parce que c'est du travail de proximité dans les territoires. Pardon, hein, là je m'éloigne des pâquerettes, mais je pense vraiment que ça se choisit, et que c'est pas écrit d'avance, mais que plus on répondra à tout ce qu'on vient de dire, là, sur l'accompagnement, les écosystèmes, la fluidité, etc., plus on favorisera cette économie de proximité, qui est une économie écologique ultra moderne. Donc, bravo. Merci Frédéric. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Alors, pour prendre la parole, c'est très simple. Il faut que le petit bouton, que la personne qui est en bout de rangée appuie sur le petit bouton, et ensuite vous pouvez vous lever, et les micros sont sonorisés et vont capter votre voix. Et si ça ne marche pas, on a une solution B avec un micro qui passe. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? On va en prendre peut-être 3 par 3, peut-être, si vous voulez. Et puis ensuite, on va... j'en vois pas. Est-ce qu'il y en a une ? C'est toujours la première, la plus dure, mais après... Alors, moi, s'il n'y en a pas, il n'y en a pas pour l'instant ? Non. Vas-y, oui, Olivier. C'est bon, ça marche. Non, moi je voulais juste apporter un témoignage qui va dans le sens du président de l'ADI, Frédéric, pour dire qu'effectivement il y a une préoccupation à l'URSSAF de rendre accessibles les services au plus grand nombre. Et nous, on travaille avec eux sur l'accessibilité aux travailleurs handicapés. Et c'est assez remarquable. Ils sont vraiment, c'est du terrain, quoi. Donc voilà, je m'arrête là, mais... Alors, il y a Astrid, je crois que tu voulais... éventuellement. Moi, merci pour tous ces témoignages. Depuis ce matin, on se régale, comme vous dites, et on apprend beaucoup de choses pour pouvoir avancer. Moi, je vois un trou dans la raquette qui est immédiat et sur lequel il ne faut peut-être pas attendre le grand soir. C'est vraiment celui de la prévoyance. Et la prévoyance, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, on le confond avec la santé, où on pense qu'on est de toute façon couvert en cas d'incapacité longue, en cas d'invalidité, en cas de décès pour les personnes qu'on aime et qui nous survivent. Et en fait, on est très très mal couvert, qu'on soit salarié ou qu'on soit encore plus indépendant. On a dans notre pays 5,5 millions de personnes qui ne sont pas ou très peu couvertes en prévoyance, dont 2 millions indépendants.
Et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on regarde très sérieusement, parce que c'est une des principales raisons qui précipite dans la pauvreté, parce qu'on n'a pas le volet d'épargne pour pouvoir puiser quand on s'arrête de travailler et qu'on n'a plus le salaire, parce que les 40 € journaliers de la Sécu ne vont pas le faire. Et ça, c'est vraiment un sujet sur lequel il faut qu'on regarde. D'abord, c'est un sujet sur lequel les partenaires sociaux, mais côté salariés, sont en train de regarder. Il y a le patronat qui a envie d'avancer là-dessus. Mais sur les indépendants, surtout ceux qui sont exposés à des métiers pénibles, dangereux, le risque qu'ils encourent de devoir s'arrêter suite à un accident sans véritable filet de sécurité, c'est vraiment un sujet qui doit nous préoccuper. Ça, c'est vraiment le bagage minimal qu'il faut regarder au même titre que l'assurance santé qu'on a pu regarder en 1945. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole ? Sorabal. Je voulais juste réagir sur ce que tu disais, Tu peux te lever, si Charlie, tout à l'heure, notamment sur cette espèce de représentation que l'on peut avoir du travail indépendant, et cette représentation qui fait une opposition entre le travail indépendant et le travail salarial. Moi, quand j'ai eu la première discussion avec la dette à Poitiers, on avait réfléchi sur quelque chose. On dit, mais en fait, c'est de l'activité, au fond. En fait, la question, c'est une question en rapport à l'activité. Et l'activité, il peut être salarié comme il peut être indépendant en tant que tel. Et donc, du coup, lutter contre ces différentes représentations que l'on pourrait avoir, c'est un gros pas, en fait. Et donc, moi, je voulais juste insister là-dessus, parce que je pense que c'est un point assez important que de lutter contre ces représentations, parce qu'au bout d'un moment, c'est de la précarité. Je vous disais tout à l'heure que certains gagnaient plus d'argent que moi, alors que j'ai un cabinet de conseil en plus de gérer cette structure. Et donc, voilà, honnêtement, ça peut aller beaucoup plus loin. Moi, j'insistais tout à l'heure sur l'aspect des marchés publics. Il y a une approche qui peut être qu'on dit on donne de l'argent à des gens et donc on diminue leur rapport à la dignité parce que du coup on les assiste, ou on dit on donne de l'activité aux gens et on diminue leur rapport à l'assistanat parce qu'ils travaillent. Et c'est beaucoup plus pertinent à ce niveau-là. Merci. Merci beaucoup pour cet apport. Monsieur. Alors, juste, monsieur, un instant. Je crois que Marie voulait juste réagir là-dessus, puis après, c'est à vous. Merci. Sur le regard, je pense que ce qui s'est fait ce matin est juste essentiel. Et en fait, c'est vous, mesdames, qui pouvez aussi contribuer à faire changer le regard. C'est vos témoignages, en fait, qui changent le regard des uns et des autres sur le travail indépendant. Ce que fait Lulu est exceptionnel à ce titre. Et moi, Frédéric a très gentiment dit du bien de BPI, et notamment de l'image que BPI a comme accompagnement banque des startups ou des investisseurs parisiens en Weston. On continue à le faire parce que c'est aussi quelque chose qui contribue à changer la société, on en est très fiers, mais je pense qu'on a aussi un enjeu à montrer la multiplicité de l'entrepreneuriat et des formes d'entrepreneuriat et des visages de l'entrepreneuriat et des entrepreneuses et des entrepreneurs en France. Et ça, je pense que c'est un enjeu collectif et avec un très fort besoin de porter la fierté que vous avez exprimée. Le porter vis-à-vis des pouvoirs publics, et cette matinée a tout son sens, mais aussi le porter vis-à-vis de vos pairs. Parce que cette fierté que vous ressentez, ce que vous exprimez, c'est ce qui permettra à des gens de se lancer. Et là, je pense qu'il y a quelque chose de très important à continuer à mener dans la bataille de la transformation de la société. Monsieur. Alors, il faut appuyer sur le petit bouton. Je vais y arriver. Voilà. Bonjour à tout le monde, Nicolas Garnier, je suis le directeur général de la mission locale de Paris, qui accompagne l'insertion sociale, professionnelle et citoyenne des jeunes et des jeunes NEET en particulier, et au développement de leur autonomie, au-delà du seul retour à l'activité, mais de leur autonomie qui passe souvent par la sécurisation financière, et j'en suis convaincu par l'activité, qu'elle soit indépendante ou salariée. Moi, je voulais juste me permettre une réflexion et poser une question. Sur la réflexion, on a beaucoup parlé de l'opposition qu'il faut dépasser entre salariat et entrepreneuriat ou activité indépendante.
moi, je voudrais qu'on dépasse aussi le sujet de l'opposition qu'on peut entendre parfois entre le revenu par l'activité et l'assistanat, que je préfère moi qualifier de solidarité nationale. D'ailleurs, le RSA, c'est le revenu de solidarité active, c'est pas le revenu d'assistanat actif. Et je pense que ne pas opposer les deux, c'est aussi travailler à la transition entre les deux. Et peut-être me voyez-vous venir ou pas, mais j'ai une question à poser. Comment est-ce qu'on peut traduire la notion de désmicardisation vis-à-vis des travailleurs indépendants? Alors, merci pour cette question. Qui veut se lancer sur ce point-là? Charlie, peut-être un petit peu pour commencer. Je pensais que il faut que tu éteignes. Je pensais que tu allais parler du revenu universel. En tout cas, je pense qu'il y a un des débats importants aujourd'hui, je le vois notamment dans notre dialogue avec l'État, c'est aussi, quand on est indépendant, on n'a pas la garantie du revenu. Donc aujourd'hui, le sujet, je le dis pour nous, EITI, c'est d'arriver à mettre en piste, accompagner les personnes pour que le revenu soit suffisant et d'amener une autonomie de la personne dans la génération de ce chiffre d'affaires, de cette activité. Mais c'est pas simple et je pense que c'est un vrai défi. Il y a des outils aujourd'hui qui existent, on y travaille et en tout cas, nous en tant que EITI, on va essayer d'accompagner les personnes là-dedans, hein, dans cette dynamique. Voilà. Ce qu'on peut faire du coup, j'ai envie de dire, c'est la valeur de leur travailler. Souvent, on a pensé que le travail indépendant, ça pouvait être un moyen finalement de faire du salaire horaire moins cher. Hein, et ça, j'ai envie de dire, nous, on est très clair sur ce sujet-là. On garantit... c'est la seule chose, enfin, les travailleurs indépendants qui travaillent avec Lulu dans ma rue rentrent dans une grille tarifaire qui leur permet de gagner entre 13,50 € dans le pire des cas et un peu plus de 20 € net de l'heure quand on a payé l'URSSAF, etc. Donc c'est entre 1,5 fois et quasiment 3 fois le SMIC horaire. Voilà, donc pour moi, le sujet, il est de s'assurer que ce travail indépendant va être un moyen de gagner plus, de gagner mieux sa vie, de mieux valoriser son activité, et c'est ce qu'on essaye de faire. Alors Alexandra... Oui, juste pour rebondir, je pense que derrière la notion de désmicardisation, au-delà de la question du revenu, ça pose la question de la progression des carrières et donc l'idée de pouvoir évoluer. Et en fait, ce que j'ai trouvé très intéressant dans, je pense que c'était votre témoignage, vous expliquez que vous étiez devenue tutrice, si j'ai bien compris. Ça veut dire que j'imagine vous accompagnez aussi d'autres nouveaux Lulu. Et donc ça, typiquement, c'est une progression. On passe de... Et donc, je pense que tout ce qui permet de réfléchir à comment on peut évoluer, c'est très important pour donner des perspectives. Au-delà de la seule question du revenu, c'est vrai que quand on est dans le salariat, généralement, les perspectives d'évolution, c'est monter dans une hiérarchie, c'est assez clairement défini. Dans le travail indépendant, c'est peut-être moins clairement défini. Et le fait de pouvoir à certains moments se dire « Ah ben voilà, je ne suis plus dans la même position qu'il y a 5 ans, j'ai évolué », je pense que c'est ça qui peut être intéressant. Alors Frédéric, sur ce sujet-là, et après il y a une question de Madame là-bas. Bon, non, et on doit bientôt conclure après. Alors, non, c'était pas sur enfin, c'est sur ce sujet-là, mais c'est en rebond. Moi, j'ai envie de dire que, pour moi, le grand sujet des indépendants dans les années à venir, c'est pas tellement le sujet de la désmicardisation, parce que là, pour le coup, je trouve que c'est une extension au travail indépendant d'une problématique qui est quand même assez spécifique au salariat, même si le sujet du niveau de revenu existe. Mais je pense que le sujet du niveau de revenu, de la sécurité du revenu, il se traite par un autre biais, qui est celui, on ne va pas du tout développer ce sujet-là, mais je voulais quand même poser le petit caillou, de la dépendance à l'égard des plateformes. Le grand sujet des indépendants aujourd'hui, c'est le rapport de force. Et quand je parle des plateformes, vous allez voir, je ne parle pas que d'Uber. Bien sûr, Uber. Mais Uber et les plateformes équivalentes, elles sont comme l'éléphant au milieu de la pièce, elles se voient et on sait qu'il y a un sujet qui a d'ailleurs commencé d'être traité dans la constitution d'un rapport de force, parce que c'est des sujets de rapport de force, tout ça, entre voilà. Mais le sujet qu'on ne traite pas, qu'on ne voit pas, c'est pas Uber, c'est Amazon. Parce qu'il y a une grande, et ça on le vit très bien, il y a une grande partie du travail indépendant qui, pour son chiffre d'affaires,
Et c'est exactement le même sujet qu'Uber dans mon esprit, c'est-à-dire que Amazon est une opportunité fantastique, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'activités qui ne pourraient pas se lancer si on n'avait pas ces plateformes, uniquement avec de la chalandise de proximité. Et donc c'est une opportunité incroyable, mais en même temps qu'une opportunité, c'est un risque d'emprisonnement et d'hyperdépendance extrêmement important. Donc ces sujets-là, c'est-à-dire il ne faut pas casser les plateformes, parce que si on les casse, il y a plein de trucs qui sont plus possibles. Et ça, je le dis, je l'assume. Les yeux dans les yeux. Je sais que c'est polémique, mais c'est vrai. Mais par contre, laisser les trucs se faire comme ça en se disant qu'il n'y a pas de problème, c'est pas vrai. Donc, et ça, c'est un sujet de revenu dans la durée. Vous voyez, parce que c'est le rapport de force entre un acteur puissant et une collectivité d'acteurs. Donc comment ça se traite, c'est pas simple, hein, mais je voulais juste dire que voilà, quand on est dans le travail indépendant, on a des problématiques un peu différentes de celles du salariat qui s'ajoutent à celles du salariat. Alors, les plateformes à 12h50, c'est sympa. Non, mais alors... en 2 minutes, c'est bien. Je veux lancer dans une action sur pour ce rebondir point sur ce que vient de dire Frédéric, dans une action de promotion de l'activité de la majorité présidentielle et du gouvernement. Désolé, je suis puisque c'est évidemment un enjeu absolument central que cette relation d'asymétrie qui peut exister entre la plateforme et le travailleur indépendant. Nous, notre philosophie, ça a toujours été de laisser au dialogue social le choix et la latitude de gouverner les relations entre les acteurs sociaux et en particulier entre les travailleurs et les plateformes. Et une instance a été créée, elle s'appelle l'ARP, c'est l'autorité de régulation des plateformes d'emploi qui vise à organiser le dialogue social et à signer des accords, pour être très clair, entre des travailleurs des plateformes et les plateformes elles-mêmes. Il y en a eu notamment sur les plateformes de mobilité, un accord sur le revenu décent pour les conducteurs, un accord sur le droit à la déconnexion, qui est un élément très important, parce que n'être pas subordonné justement à des horaires de connexion, c'est très important. Voilà, je voulais juste dire ça, dire que les choses avancent, que les choses ne sont pas parfaites, mais qu'il y a eu des avancées qui sont fondées aujourd'hui sur le dialogue social dans la régulation des plateformes. Alors, Charlie, juste sur ce point, et après, madame, votre question, je vous promets qu'on vient à vous. C'est pas une question, c'est une observation. Moi, je le résumerais. Tout d'abord, travail indépendant égale pas plateforme. Il y a plein de travailleurs indépendants qu'on accompagne aujourd'hui qui vont développer leur propre clientèle et avoir un lien direct, etc. En revanche, c'est vrai que c'est un outil qui est très puissant. Mais j'aurais envie de dire c'est un outil qui est très puissant quand c'est un bon esclave et un mauvais maître. Et donc, effectivement, toute la question aussi de la structuration des rapports de force entre plein d'indépendants qui, unis, peuvent être un vrai contrepoids et sûrement une piste qu'il faut continuer à creuser pour justement qu'on ne tombe pas que cet outil technologique qui est puissant ne se retourne pas contre ceux qui l'utilisent. Madame. Oui, bonjour. Christina Casimir, je travaille à la ville de Paris, à la direction des solidarités, sur l'accompagnement des allocataires du RSA. Et un mot que vous avez tous et toutes employé régulièrement, c'est le mot accompagner. J'en reviendrai donc à l'origine de la matinée. C'est le temps de l'accompagnement, c'est-à-dire avoir du temps pour accompagner des personnes qui sont éloignées de l'emploi. Et ça, c'est le cœur, à mon sens, du réacteur, puisqu'il faut du temps. Il faut savoir écouter, réfléchir, structurer et par différentes touches. Et donc, ça incite aussi à revoir nos modèles d'accompagnement et aussi qui on a en face de celui qui accompagne. Est-ce que c'est un diplômé? Est-ce que c'est de la pérédance? Est-ce que c'est du partage d'expérience, etc. Donc, je crois qu'on a aussi à réinventer le modèle de l'accompagnement sur les lieux où on le fait, sur la forme dont il est mis en œuvre et sur la durée de cet accompagnement-là. On a, à mon sens, à aussi affirmer la continuité de cet accompagnement sur le avant et sur le après. Et c'est là où on doit aussi gagner en efficacité et en partage et en portage. Voilà, c'était ma seule observation. Merci pour la matinée. Merci madame. Alors est-ce qu'il y a une dernière prise de parole ou est-ce qu'il est temps de clôturer ce colloque? Alors Régina, allez vas-y. Je sais pas, tu as un micro juste à côté de toi. Ok. Moi je voulais dire que Lulu dans ma rue, nous on ne fait pas que le service à la personne parce qu'on est obligé d'être
des vrais couteaux suisses. Parce qu'un client qui a besoin de poser un tringari d'eau, il demande à une société, il ne va pas envoyer un salarié. J'ai une cliente, elle a 2 mètres carrés à changer, carrelage, dans sa salle de bain. Elle a demandé un devis à une société. Ils ont dit non. Nous, Lulu, on prend. J'ai un client qui est aveugle, il avait son pommeau de douche à changer. Il a fait appel à une société, ils ont dit c'est peu. Nous, chez Lulu, on prend. Donc c'est ça, travail indépendant, c'est nous. Ça nous permet de donner un petit coup de pouce aux gens. Et ben voilà, je crois que c'est peut-être le plus beau mot de la fin. Merci Régina. Merci à tous et à toutes de votre présence. Merci à vous, différents intervenants. Merci Astrid d'avoir permis cette matinée. Et puis, comme on dit, on repart chacun avec plein de pierres à tailler pour construire cet avenir qu'on a envie de créer ensemble. Merci à tous.